Alors aujourd'hui, on va décortiquer une petite révolution tactique qui est en train de bousculer le foot. Pendant des décennies, on a pensé le jeu avec des plans, des schémas, des positions bien définies. Mais voilà qu'une nouvelle philosophie débarque. Et elle nous dit que la force la plus dingue sur un terrain, ce n'est pas le plan du coach, mais la relation, totalement imprévisible, entre les joueurs. Et cette phrase, elle dit tout. Le foot, ça a longtemps été une histoire de géométrie, où chacun doit occuper sa petite case. Mais si en fait cette approche bridait la créativité? Le relationnisme, lui, parie sur autre chose. Il dit que l'infini des possibles, il n'est pas sur le tableau noir du coach, mais dans cette connexion quasi télépathique entre 2, 3, 4 joueurs qui voient le jeu de la même façon au même moment. Voilà la question qui fait tout basculer. Oubliez l'arrière gauche, le numéro 10, l'ailier droit. Et si toutes ces étiquettes n'étaient que des cages? Le relationnalisme, lui, ne voit pas des postes. Il voit des partenaires toujours en mouvement, qui réinventent leur rôle à chaque seconde. Leur seul guide, le ballon. Bon, mettons les choses au clair. D'un côté, on a le positionnisme. C'est un football d'exécution. Le coach est un architecte, il dessine les plans, et chaque joueur exécute sa tâche. Et de l'autre, le relationnisme. Là, c'est un football d'improvisation collective. Le mouvement est coécrit, en direct, par les joueurs eux-mêmes. On n'est plus dans une pièce de théâtre appris par cœur. Non, on est en pleine session de jazz. D'accord, mais d'où ça sort cette idée? Évidemment, elle ne tombe pas du ciel. Pour comprendre, il faut revenir à la source, sur les terrains de futsal bondés du Brésil, là où l'espace est si rare que la polyvalence devient une question de survie. Tu commences donc avec le futsal. Le terrain est minuscule, donc pas le choix. Tout le monde doit savoir attaquer, défendre, tout faire. C'est la naissance du joueur universel. Ensuite, au Brésil, un coach, Fernando Diniz, va mettre un nom là-dessus, l'apoio proximo, le soutien proche. Son idée, au lieu de s'écarter pour occuper tout le terrain, il faut se regrouper, créer une forte densité autour du ballon. Et finalement, c'est Thiago Motta qui va importer tout ça en Europe, notamment en Italie, en parlant de phase relationnelle. Et cette citation de Motta, elle est juste parfaite. La position n'est plus solide, elle est gazeuse, fluide. Un joueur n'appartient plus à une zone précise, il appartient à une relation, avec le ballon et avec ses coéquipiers. Ce qui compte, ce n'est plus la consigne, c'est le rythme, l'intuition. Le relationnisme a son propre langage, une sorte de grammaire du mouvement. Et pour vraiment piger comment ces équipes jouent, eh bien, il faut apprendre à parler cette langue. Alors, allons voir les mécaniques de base. Le concept de base, l'atome de cette philosophie, c'est le toko imevoi. Je joue et je bouge. Dans un système classique, quand un joueur fait une passe, il garde sa position pour maintenir la structure. Ici, c'est tout l'inverse. La passe est un signal de départ. Le passeur s'élance immédiatement dans un autre espace, ce qui met la défense face à un problème constant. Ensuite, il vient l'escadinha, l'escalier. Au lieu de s'aligner de manière horizontale ou verticale, les joueurs se placent en diagonale les uns par rapport aux autres, comme les marches d'un escalier. Pourquoi ? Parce qu'une défense classique, elle est construite pour gérer la largeur et la profondeur. Les diagonales, c'est son cauchemar. Une seule passe en diagonale peut casser plusieurs lignes de pression d'un coup. Et là, on arrive au sommet de la complicité, le courtalouse, couper la lumière. Un joueur fait semblant de contrôler le ballon, mais en fait, il le laisse passer entre ses jambes pour un partenaire qui arrive dans son dos. C'est une feinte collective, un truc qui repose à 100% sur une connexion non verbale. C'est magnifique, et ça peut mettre une défense entière dans le vent. Mais la manœuvre la plus spectaculaire, c'est sans doute le tilting, la bascule. C'est absolument fascinant. L'équipe va créer une énorme surcharge d'un côté du terrain en y amenant 7, parfois 8 joueurs. Forcément, la défense adverse n'a pas le choix. Elle doit coulisser et se resserrer pour compenser. Et c'est là que le piège se referme. D'un coup, une longue transversale part vers le côté opposé, complètement vide, où un attaquant attend seul. Le point crucial à comprendre, c'est que la surcharge n'est pas le but, c'est juste l'appât. Et là, on touche vraiment au cœur de la différence entre ces deux visions du foot. C'est une fracture philosophique sur la nature même de l'espace sur un terrain. C'est simple, pour le positionnisme, l'espace est une cause. On écarte le jeu au maximum pour créer des espaces, et ensuite, on attaque ces espaces. Pour le relationnisme, l'espace est un effet, une conséquence. Il n'existe pas avant l'action. C'est en créant une forte densité d'un côté qu'on aspire la défense et que, mécaniquement, on fait naître un vide de l'autre. L'espace n'est pas une zone à conquérir, c'est le résultat qu'on provoque. Regardez ce chiffre, il est fou. En moyenne, un joueur de foot passe 89% du match sans toucher le ballon. Ça oblige à voir les choses différemment, non? Si l'essentiel du jeu se passe sans le ballon, alors l'intelligence des déplacements et la qualité des connexions entre les joueurs deviennent bien plus importantes que le simple fait de savoir où se placer. Et ce n'est pas juste une belle idée, attention, la data, les chiffres viennent le confirmer. De nouveaux modèles d'analyse, comme le REPV, qui mesure la valeur des interactions entre joueurs plutôt que les actions individuelles, eh bien ces modèles sont 31% plus précis pour prédire le succès d'une action que les modèles classiques. La théorie se vérifie dans les faits.
Forcément, tout ça change radicalement le rôle du coach. Il n'est plus un architecte qui impose ses plans. Non, il devient une sorte de jardinier qui cultive un écosystème. Sa boîte à outils n'est plus la même. Son travail, c'est d'observer les affinités naturelles entre les joueurs et de construire son équipe autour de ça. Il utilise les rondos, ces petits jeux de passe, comme des laboratoires pour développer la communication non verbale, l'intuition. Il n'impose plus un système de haut en bas, il regarde ce qui émerge du groupe et il l'amplifie. Il ne voit plus ses joueurs comme des machines prévisibles, mais comme des machines non triviales, c'est-à-dire créatives et par nature imprévisibles. Au fond, toute la philosophie du positionnisme, on pourrait la résumer à cette simple question posée par le coach à son joueur. C'est une question de lieu, de géométrie, de respect du plan. Mais le relationnisme, lui, pose une question radicalement différente. Elle ne fait pas appel à l'obéissance du joueur, mais à son intelligence, à sa perception et à sa capacité à créer avec les autres. Elle ne demande pas d'exécuter un ordre, elle invite à inventer. Et la réponse à cette question, eh bien, elle n'est sur aucun tableau noir. Elle se réécrit à chaque instant, sur le terrain.